la cool prod. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e tacle. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 23e épisode de Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut. Hein 23 Bah oui, il y a pas un problème. Non, c'est bien le 23e, Seb. C'est le 23e épisode, là. Hein. Non, acteur studio, je faisais le surpris. Non, mais je sais, Seb. D'accord. Je sais que t'es un acteur studio. D'accord. Je sais. On est obligé de faire le 23e épisode. Eh ouais. Eh oui. Eh oui. Eh ben oui. Pourquoi Bonjour à toutes et à tous. Et vous êtes en train d'écouter Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Déjà, bonjour Seb. Comment vas-tu ? Salut Jazz et bonjour aux auditeurs. Et oui, c'est un épisode un peu particulier qui avait disparu dans les limbes. Et on s'est dit, quitte à jouer la blague, on va là jusqu'au bout. Et oui, c'est pour ça que la numérotation est un peu particulière, c'est pour ça que l'épisode sort là en décembre, et pour le coup c'est un épisode, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un peu un épisode maudit. Mais est-ce qu'il va être maudit jusqu'au bout, parce que ça se trouve, vous ça commence bien pas. déjà. Ouais, c'est vrai que là, avant de démarrer, ça a été un peu compliqué. Bon, on peut le dire aux auditeurs, j'ai mon PC qui a décidé de surchauffer, je sais qu'il a un problème latent, et en fait on avait fait un précédent record juste avant et il était contre un rideau, donc je pense que ça l'a pas aidé à bien respirer. Donc là j'ai changé de PC, forcément il ne connaît pas mes paramètres, donc j'ai passé 10 minutes à essayer de comprendre pourquoi je saturais comme un cochon. Là ça doit aller un peu mieux normalement. Bref, tout ça pour dire que c'est un petit peu galère, mais du coup on s'en sort. Carrément, et avant de commencer cet épisode qui va nous transporter, nous allons répéter le concept. Oui, donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une... on fait les arts martiaux. Au départ je m'étais dit on va faire un épisode sur Adam Sandler. Puis je me suis dit non, il faut qu'on garde quand même Adam Sandler. Le pire exemple, t'aurais pu trouver 10 000 noms et t'as pris Adam Sandler, quoi. Oh merde. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Donc bien évidemment au préalable, on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, on en a parlé au début de l'émission, mais c'est un peu le running gag du podcast, enfin un des running gags du podcast. Allez, on va faire un peu d'histoire. L'épisode a été enregistré en janvier 2024, programmé en février, puis en mars, et puis repoussé jusqu'à une date ultérieure, et enfin totalement perdu par ma faute, puisque je n'avais pas téléchargé ta piste. Voilà. C'est ça. Bon, c'est un peu la faute de tous les deux, mais c'est quand même surtout de ta faute. Et nous avons... Oui, voilà, c'est ça, totalement. Mais j'assume totalement. Et là, en fait, on s'est dit, non, on va quand même le sortir. J'avais fait exprès de pas noter en fait d'épisode 23, donc c'est pour ça que à tous les coups, quand vous écoutez vos épisodes, vous vous dites, les mecs ils passent du 22 au 24, ils savent pas compter. Mais Jazz, les auditeurs, ils sont à la ramasse. Excusez-moi, cher auditeur, mais vous n'avez même pas remonté le fait qu'il manquait un épisode, qu'il manquait un numéro. Passe du 22 au 24, ça vous choque pas, vous? Il faut se réveiller. Vous êtes endormi. Voilà. Réveillez-vous. Tes paupières sont lourdes. C'est dédicace. C'est qui? C'est pas Alf. Oh, ah oui, tu tiens un bon Alf. En effet. Tes paupières sont lourdes. Tu as de plus en plus sommeil. Tu es plus un chat, mais une madeleine. Voilà. Ah, tu le fais pas si mal. J'ai mon petit talent. Et donc on va parler bien évidemment de Transporteur, de Louis Leterrier et de Corey Yuen. Et tout de suite, la bande-annonce. C'est parti, mon kiki.
précis. Le transport est un travail de précision. Je me demandais si ça vous embêterait de transporter un truc pour moi. C'est ça que vous faites, hein? Vous livrez, sans poser de questions. Pourquoi pas? Qui es-tu? Je m'appelle Lai. Tu es dans quel genre de merdier? Merdier profond, très très profond. Qu'est-ce que tu fais? Une compensation pour les problèmes. La bande-annonce, c'est meilleur que le film. Moi, je tiens à le dire, c'est mieux monté déjà. Ouais. T'es en train de déflorer ton Alors, ami, là. C'est pas bien. Ouais, non, pas du tout. Donc le transporteur est sorti en 2002. Il a été réalisé par Louis Leterrier et co-réalisé par un certain Corey Yuen. On en a déjà parlé dans le podcast. Donc c'est produit par EuropaCorp, l'écurie de Luc Besson. Ce film d'action explosif a marqué un tournant pour Jason Statham, propulsant le Britannique en tête d'affiche d'un cinéma musclé et stylisé. Mais si le transporteur a captivé à sa sortie, il montre aujourd'hui de nombreuses failles, tant dans son traitement narratif que dans ses clichés problématiques. Le long métrage a été un petit succès en France, avec un peu plus de 541 000 entrées, mais il a cartonné surtout en Outre-Atlantique, avec 25 millions de dollars au box-office US et 44 millions de dollars dans le monde entier. Mon cher Seb, est-ce que tu peux nous parler de ce film ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, moi. Je sais pas. Tu veux que je te dise de quoi ça parle? C'est le synopsis que tu veux, c'est ça? C'est ça que tu veux? Oui, c'est ça que les gens veulent? En fait, écoute, c'est un scénario de Luc Besson, donc ça doit pas être très compliqué. D'accord. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Non, on a le rôle donc on a Jason Statham qui joue le rôle de Frank Martin, qui est un crack de la conduite, et qui, son job à lui, c'est de remplir des missions, de transporter en fait des colis d'un point A à un point B. Et du coup, clairement, lui, c'est quelqu'un qui cherche pas à avoir de contact avec les gens. Il est juste là pour remplir une mission, et puis de l'amener à bon port pour se faire payer. Il s'en fout de ce qu'il y a dedans, il s'en fout de la marchandise, etc. Ça peut être des choses complètement illégales. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'emmener le colis d'un endroit à un autre. Sauf que, il y a un moment donné, il va y avoir un caillou dans l'engrenage, on va dire, puisque il va rompre ses règles, puisqu'il va regarder en fait le colis qu'on lui a mis à sa disposition, et en fait ce colis, c'est une personne. La personne de Lai, jouée par Suki, et ça va être le début des problèmes, puisqu'il va se retrouver mêlé en fait à une sombre organisation, et il va devoir justement de se dépatouiller avec ça. Voilà, prétexte pour plein d'actions, pour de la tatane. Voilà, on en parle justement parce qu'il y a beaucoup de bagarres dans ce film, et qui... On donnera notre avis plus tard. Oui, carrément. On va... Mais voilà. Mais en tout cas, il faut le dire, Jason Statham donne de sa personne. Jason Statham. un peu ma langue à fourcher. Voilà. Jason Statham. Jason Statham. Yeah. Alright. Donc voilà. C'est vrai que c'est des scénarios assez simples. Hein. Même si je vais pas la poser très bien expliqué, mais vous avez compris quoi. Ils transportent des choses quoi. Voilà. Mais est-ce que tu veux que je te dise un truc par rapport à ce film? Moi, j'ai une sorte d'anecdote un peu pétée. C'est que c'était l'époque des DivX. Oui.
Et en fait, j'ai un copain de mon frère qui nous avait filé un DivX et on s'était dit, wow, c'est la bande-annonce du dernier Terminator. Donc c'était Terminator 3. Et donc on croyait que sur le DivX, c'était la bande-annonce de Terminator 3. Et D'accord. pas du tout. C'était Le Transporteur, le film. Ok. Voilà. Bon, on a perdu au change. C'est une très bonne anecdote. Je te remercie de nous avoir partagé Je t'en avec nous. prie, écoute. C'était intéressant. C'était intéressant, voilà, c'est ça. Alors que, bien que ça soit réalisé par Louis Leterrier et que Corey Yuen ne soit que co-réalisateur, c'est Corey Yuen, donc Corey Yuen, réalisateur asiatique du cinéma HK, notamment Le Sens du Voir 2, n'oublions pas, mais pas que. aussi Parce qu'on Karate découvre plein de Tiger. films. Ouais, complètement. Karate Tiger 2. Oui. Et puis d'autres films. Et on commence vraiment à fouiller un peu la carrière de Corey Yuen et à le trouver fort sympathique. J'ai découvert moi pas mal de ces films, notamment en ce moment on fait pas mal de loot, que ce soit sur Vinted ou dans les caches. Et j'en ai découvert 2 de lui, Agent Spécial avec Jet Li et The Defender avec Jet Li. De Corey Yuen que j'ai récupéré et je me dis tiens c'est du Corey Yuen que je n'ai jamais vu évidemment mais que je vais m'empresser de découvrir à l'occasion parce que on le dit et on le redit, c'est quand même quelqu'un qui est capable du bon voire très bon de temps en temps voire du pas bon du tout quoi. Donc du pas bon, ouais. Mais c'est avant tout, moi tu vas le dire, hein, c'est avant tout un chorégraphe de combat mais qui s'est aussi mis à la réalisation et voilà, encore une fois il y a un peu de déchets mais il y a quand même des trucs assez sympas aussi dans tout ce qu'il a pu faire. Sachant que pour Le Transporteur, c'est lui qui a réalisé toutes les scènes de combat. Exactement. Ouais. En fait, je pense que tu as l'anecdote, mais parce que du coup, moi, quand j'avais vu le film, j'avais regardé en même temps le making-of, qui est vraiment hyper intéressant, qui est même plus intéressant que le film. Où justement, ils expliquent en fait que dans le deal, en tout cas, la boîte de production de Luc Besson avait expliqué, en fait, je dis pas de bêtises si c'est pas le premier film de Louis Leterrier, et il était vraiment tout jeune dans ce film. Et dans la réalisation de ce film en tout cas, et ils lui ont dit il faut t'adjoindre en tout cas d'un réalisateur expérimenté, et du coup en la personne de Corey Yuen qui l'a assisté pendant tout le film et qui a fait toute la partie chorégraphie des combats et réalisation des combats, et on va dire que derrière Leterrier s'est plutôt occupé des plans plutôt classiques, et je trouve que le binôme fonctionne bien, on en reparlera, mais voilà, c'est plutôt assez efficace. Oui, d'ailleurs, Leterrier a lui-même reconnu que sa tâche principale était de rendre le film visuellement attractif pour un public occidental. Tout à fait. Est-ce que tu connaissais cette anecdote qu'à la base, ce n'était pas Jason Statham qui devait jouer le rôle du transporteur? Et j'ai cru entendre quelque chose là-dessus, ouais. Je vais te laisser en parler, mais oui. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, on retrouve un acteur de Fast and Furious dans le transporteur. Et ça aurait été drôle de les retrouver de nouveau ensemble, puisque Vin Diesel en fait devait jouer le rôle de Frank Martin. C'est normal, hein, le mec il est auréolé de 2 succès. On va dire 3, parce qu'il y a Pitch Black, Fast and Furious, et puis Triple X, qui ont été 3 cartons au cinéma. Et c'est vrai qu'ils ont voulu le choper. EuropaCorp a voulu le choper pour interpréter le rôle de Frank Martin, puis Vin Diesel a dit non, il a préféré partir sur autre chose, et c'est Jason Statham qui a eu le rôle, mais on parlera un peu plus de la carrière de Jason Statham un peu plus tard. On va parler et on est juste d'accord que à ma connaissance, vas-y. À ma connaissance, une des collabs avec Vin Diesel et EuropaCorp, ça serait pas un certain film qui se passe dans une cité, tu sais, avec un... C'est Babylon AD, réalisé par Mathieu Kassovitz. On est d'accord. Hein. Le documentaire, le documentaire est meilleur que le film. Ouais, et toutes les anecdotes au tournage sont assez drôles, parce que j'ai vu une interview de Jérôme Le Banner qui en parle, où il explique qu'il a été attrapé le Vin Diesel par la peau des fesses pour l'amener sur le plateau, parce qu'apparemment il glandouillait dans sa loge, quoi. Donc bref, et puis on sait que Jérôme Banner peut être convaincant. Le truc, on digresse, mais juste, en fait, Vin Diesel ne arrêtait pas de dire à Jérôme Banner qu'il allait faire toutes ses cascades, mais il n'allait pas s'entraîner. Et en fait, il lui a posé un lapin 2 fois. Et à la 3e fois, le Banner est allé chercher dans sa loge. Ouais, c'est ça.
Ouais. Non mais c'est fou parce que comme il s'est pas entraîné et tout ça, en fait, Vin Diesel a blessé le banner. C'est ça qui est fou, c'est qu'il s'est pas entraîné et en fait, je crois il s'est jeté sur le banner, il a mis tout son poids. Et le banner, en fait, c'est luxé l'épaule ou la jambe, je sais plus, mais en tout cas, c'est un truc comme ça, ouais. il a blessé le banner. Ouais. Et surtout qu'il avait un combat derrière, je crois, donc ça l'avait mis un peu dans, il avait un combat dans la derrière, panade. Ouais. Enfin bref. Oui. Bref. On va pas parler tout de suite de John Statham, mais on peut parler de Shuki. Qui joue dans le film. Donc, Shuki, en fait, c'est une star à Hong Kong, surtout à cette époque. Elle joue le rôle de Lei et en fait on va dire que en tout cas pour le marché étranger c'est on va dire la principale attraction, on va dire. Non mais c'est vrai, c'est la principale attraction, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un film de Shuki va se vendre et surtout en Asie, donc voilà. Le problème pour ses de atouts tout ça, charme, on va se dire hein. Ouais, voilà. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est une actrice qui est connue depuis les années 90. Elle a commencé avec du catégorie 3, notamment elle a joué dans Sex and the 2. Faut le dire. Elle a commencé très jeune. Ouais. Elle a commencé très jeune, elle a joué dans Sex and the 2 qui a cartonné. Elle a joué aussi dans un autre film de catégorie 3 qui se nomme Viva Erotica, où elle a eu un prix. Pour ce film-là, elle a fait pas mal de vidéos érotiques. Et puis, à un moment donné, elle a tourné avec Jackie Chan aussi, puisqu'elle est dans Gorgeous. Elle a tourné avec Jackie Chan, oui, totalement. Hein, qui est Jackie le Chan titre français, je crois que c'est Jackie Chan à Hong Kong, c'est ça. À Hong Kong, voilà, c'est ça. Qui est une comédie. Voilà, pour rappel. Ce n'est pas du tout un film d'action. Ouais, il y a une scène de combat quand même à sauver. Oui, il y a une scène de combat, mais tu sais qu'à cause de notre concept, on va pouvoir en parler de ce film. C'est ça qui est fou. Bah oui, complètement. Mais non, mais après, mis à part ça, en fait, elle a commencé à jouer dans des films où elle a été des films qui ont plutôt bien marché. Elle est devenue très populaire, par exemple Millennium Mambo, ou encore The Assassin en 2015, et dans Le Transporteur. En fait, elle a personnellement, je ne dis pas mon avis. Je dis juste son rôle. C'est un rôle dégradant. Voilà. C'est un rôle dégradant. Est-ce que c'est un peu pas le cas de toutes les productions EuropaCorp, les femmes dans les productions EuropaCorp? C'est sûr. Ouais. Mais en fait, en gros, là, c'est sauvé par. En fait, c'est la demoiselle en détresse qui est sauvée par John Statham. En gros, son personnage est mal écrit. Il oscille entre une sensualité forcée et une naïveté maladroite. On va pas se mentir. Et ce qui dessert totalement l'actrice et enlève toute crédibilité à son lien avec le héros. Donc c'est un peu forcé, c'est vrai. C'est vraiment très forcé, avec une scène. Alors on voit rien, mais vous le voyez dans la fin de la bande-annonce, où en fait, pour récompenser notre héros, elle va coucher avec lui. Voilà. Oui. Voilà. Sans oublier que la table de la cuisine s'en souvient. C'est ça, totalement. Et sans oublier une chose, c'est que quand Frank Martin la reçoit chez lui, il lui offre quoi? Des nouilles chinoises. Voilà. C'est quand même... c'est pour pas qu'elle ait mal du pays, tu comprends, c'est important. Oui, voilà. Non, mais c'est ouf. Et on a un autre acteur qui est hyper connu, c'est Rick Young, et qui joue en fait le méchant du film. Ouais. Qui joue le père. J'attends de savoir combien de temps tu vas mettre pour nous citer l'autre acteur qui était plus connu que Rick d'accord. Young. Alors, vas-y, parce que moi j'ai cité que ces deux-là. Alors peut-être que j'ai pas sorti. T'oublies juste François fucking Berléand, quoi. Ah non, oui, ça va. Le mec, il a joué dans Promenons-nous dans les bois et dans le remake français de The Office, c'est bon. Le mec, il a fait toute sa carrière grâce à The Transporter, il joue même dans la série. Moi, j'aime bien cet acteur, il dégage une sympathie. Non, il est marrant. Il joue le directeur dans Les Choristes, là, pas sympathique, là. Moi, j'aime bien cet acteur, et puis c'est la touche un peu française, quoi. La touche française. Et d'ailleurs, petite fun fact, regardez si vous pouvez regarder le film en VO.
Parce que clairement... Ah oui, ne regardez pas en VF. Non, regardez pas en VF, ça vaut son petit pesant de cacahuètes la VO, parce que on voit Berléand qui essaie de parler en anglais, français, même au bout d'un moment Statham parle un peu en français aussi, donc franchement il est beaucoup plus savoureux en VO qu'en VF pour le coup. Non mais même en VF, il se redouble derrière François Berléand. C'est mou, c'est toujours très mou en fait. C'est une catastrophe. C'est toujours très mou, c'est toujours très très mou quoi qu'il arrive. Quand un acteur se redouble, je trouve qu'il y a ça perd en pêche quoi, c'est bizarre, mais bon. Et nous avons en fait Rick Young qui joue le rôle de Monsieur Kwai. Et en fait, Rick Young, avant de jouer dans Le Transporteur, il avait joué dans Indiana Jones, il a joué dans Le Dernier Empereur. Et dans ce film, Le Transporteur, eh ben, il incarne un méchant ridicule. Totalement. Il est une figure de la mafia asiatique. Malheureusement, en fait, le problème, c'est que il crève pas l'écran alors que c'est un super acteur. Et en fait, son rôle est très basique. C'est un méchant très, comment dire, caricatural. Et il n'y a pas grand-chose de plus. C'est un méchant de Luc Besson, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est le cliché du mafieux chinois et... C'est ça, ouais, totalement. Ouais. Bon, il aura un an avant, il aura 1 ou 2 ans avant, je sais plus, il était aussi dans le baiser mortel du dragon, qui est dans une autre production EuropaCorp. Ouais, c'est vrai. Donc bon, il s'est dit, il a fait le taf, on va le prendre dans Le Transporteur. Non. Bon. C'est encore une fois, il nous faut un chinois méchant, on a pris un chinois méchant, quoi. Bref. C'est ça. Mon cher Seb, est-ce que tu peux nous parler de l'art martial pratiqué par Jason Statham, puisqu'on va s'intéresser à Jason Statham et alors ce qui est plutôt dingue, c'est que on peut dire qu'on intronise Jason Statham, puisqu'on avait fait l'épisode The One officiellement. Parce qu'on avait fait The One, mais il se battait pas et c'était plus un second rôle. Là, on intronise vraiment Jason Statham dans le podcast. C'est ça. En fait, on a même à 2 reprises, on a pu parler de Jason Statham, puisque on avait Rogue, où pareil, qui promettait un affrontement entre Jet Li et Jason Statham, et ils ne font pas d'arts martiaux. Donc on s'est dit, merde, chou blanc. Pour rappel aux auditeurs, on avait changé notre fusil d'épaule et on avait fait The One. Et du coup, on l'avait gardé peu pour... on avait fait un presque à kick. Avec Rogue. On n'a pas refait d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, on en refera des presque à kick. On fera ça pour YouTube, voilà, clairement, parce que le but c'est pas de venir surcharger, ce sera des petits épisodes bonus à aller écouter sur YouTube. Voilà, bref, je vais faire la parenthèse. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'est un peu inédit parce que Jason Statham n'est pas à la base, entre guillemets, ce qu'on appelle un pratiquant d'arts martiaux traditionnels. Je m'explique. C'est quelqu'un qui est un grand sportif. Ça a été un nageur olympique. Je crois qu'il a fait les Jeux olympiques pour l'Angleterre. Ce qui fait qu'il a un physique quand même de nageur, athlétique. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même bien bâti. Mais par contre, c'est un passionné d'arts martiaux. Et quand je dis passionné d'arts martiaux, c'est quelqu'un qui a pratiqué pas mal de kickboxing en fait. Et ça se voit, il est à l'aise en fait en pied-point, il est à l'aise, il est très très souple au niveau des jambes. Et c'est vrai que encore une fois, on va pas s'étendre plus là-dessus parce que clairement, on sent qu'il fait ça entre guillemets en pratique sportive à côté quand il fait rien, et il va aller tataner du sac de frappe, il va aller s'entraîner dans une salle et tout ça, mais il a pas fait de compétition. C'est vrai que souvent dans les précédents épisodes on vous a dit lui il a fait ça, il était super fort dans ça, il a fait des combats etc., champion de machin, champion de ci, champion de là. Aujourd'hui Jason Statham, c'est juste un passionné d'arts martiaux. Vous vous souviendrez d'ailleurs que pendant le Covid, il y avait ce fameux comment dire, le kick bottle là. Voilà, le kick bottle, merci. Et derrière, en fait, on se rend compte que ce mec-là est plutôt doué pour les arts martiaux, puisqu'il arrive en faisant un coup de pierre tourné, il va arriver à dévisser une bouteille. Alors après, vous avez Scott Atkins qui l'a fait, on a eu Donnie Yen qui l'a fait. On avait toujours dans les plus haut, plus fort, et Donnie Yen nous a fait une petite dinguerie au passage. Je vous inviterai à la regarder, tout le monde connaît cette vidéo tournée au ralenti, on le voit déboucher la bouteille. Et c'est vrai que je trouve que c'est pour ça que j'avais dit à Jazz, faut vraiment qu'on fasse Le Transporteur, parce que moi j'avais gardé cette mémoire de Statham qui se bat plutôt bien dedans, et ouais, c'est plutôt réussi, parce que il faut le dire,
il pratique plutôt du kickboxing, en tout cas de la boxe pied-point, et il a tenu à faire toutes ces scènes de combat. Et toutes ces scènes de cascade, puisqu'on le voit en fait dans alors je dis pas qu'il est pas de temps en temps doublé sur certaines chutes et compagnie, etc. On n'a pas non plus, j'ai pas poussé le vice à ça, mais en tout cas il a fait toutes ces scènes lui-même, il a bossé les chorégraphies des combats, et encore une fois je vous invite à aller jeter un œil au très très bon making of, justement on le voit s'entraîner, on le voit répéter, on le voit faire des coups, et en vrai il envoie ouais, grave. hyper je suis sévère. d'accord, ouais, Moi je le ouais. trouve ultra crédible en tant que pratiquant d'arts martiaux, pratiquant de kickboxing, et j'aime beaucoup sa prestation dans le film. On y reviendra, ce qui va le desservir un peu, c'est que la caméra elle est pas toujours très bien placée, on le sait, les productions EuropaCorp, il y a toujours une repasse au niveau du montage derrière qui va cutter le film là où il n'y a pas forcément besoin d'être cuté, parce qu'on le voit dans le making of, en fait, quand la caméra elle est juste posée, il n'y a pas d'intention de réalisation particulière, bah, il sait donner un coup de pied, il sait faire des coups de pied retournés, il sait donner des coups de poing, il est crédible dans sa pratique. Donc, il fallait lui faire un peu confiance et positionner la caméra pour que ça donne quelque chose de plutôt chouette. Alors, c'est pas nul, hein, on va y revenir, mais pour le coup, ouais, franchement, bonne découverte, quoi. J'avais gardé un bon souvenir de Statham se battre, et à la relecture, ça fait partie des gros points positifs, quoi. Ouais, qui sont vraiment chouettes, et qui fait que Statham est un super acteur d'arts martiaux, et il va en faire un peu sa marque de fabrique, parce que ça va pas être mis en avant, c'est-à-dire on va pas nous dire attention, Jason Statham dans le film il joue le rôle de Jack, expert en arts martiaux. Non, on nous le met pas. Non. Mais par contre, il sait se battre et il le montre bien. Et d'ailleurs, je vais faire une petite reco comme ça au passage. Je pense que là, il est un peu plus doublé dans ce film-là, mais The Beekeeper, il est super dans The Beekeeper. Parce qu'il se bat, il fait du close combat, etc. Et c'est vraiment chouette. Alors qu'il commence à accuser un peu l'âge maintenant. Mais voilà, 50 balles est passé. Physiquement, il tient encore la dragée haute à plein d'autres mecs, hein, clairement. Ouais, et puis même, c'est un mec qui a commencé en fait dans des films, les polars de Guy Ritchie, hein, Arnaque, Crime et Botanique et Snatch. Et en fait, grâce au transporteur, en fait, il est devenu une superstar de films d'action. Et c'est à partir de là, on a commencé à le voir, notamment dans Hypertension. Ouais, 1 et 2. J'ai regardé un bon souvenir, mais j'ai peur du passage du temps. Alors le 2, il a l'air... Moi aussi. Le 2, je sais que j'ai cette mémoire de c'est Amy Smart, hein, je crois, de mémoire, qui joue l'actrice en face. Et pour rester, entre guillemets, parce que c'est un principe, on lui a mis une pile, et puis il faut qu'il soit tout le temps en train de courir, tout le temps en hypertension. Il y a une grosse scène de sexe en public avec Amy Smart. Et ça, c'est dans le 2, ça, je crois. Parce que le 1 encore, ça fait penser un peu à un pré-John Wick, un peu dans le principe où le mec doit vite remplir une mission, tu vois, un peu dans le principe. Et le 2, ça part complètement en live. Mais de mémoire, j'avais gardé en tête que il se battait déjà plutôt bien là-dedans. Mais il faudrait que je le revoie. Mais j'ai un peu peur. Voilà, je le dis, j'ai un peu peur. Tellement que c'est bien que Luc Besson, il s'est dit, je vais faire la même chose. Je vais écrire le Transporteur 3. En copiant le scénario d'Hypertension. Avec ton copain à la réalisation, on peut boucler la boucle comme ça. Olivier Mégaton, franchement Olivier, si un jour tu viens dans le podcast, ça va être sympa. Très sympa. Ça va être très sympa. Si tu pouvais arrêter de réaliser les films, c'était encore mieux. Des problèmes alors. Non, alors au-delà de ça, en fait, c'est Statham, en fait, grâce à ça, il est devenu une superstar. Stallone va lui donner aussi sa chance, grâce à Expendables. Il va un peu plus dur à la revoyure. Expendables 1. Je passe une petite, mais c'est compliqué. It's complicated. Très compliqué à revoir. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un acteur au départ qui n'avait pas les épaules nécessaires pour porter un film. Il fallait toujours qu'il y ait un... Pourtant, il est carré. Putain. Il est facile. C'est fou. Je suis désolé. Période de Noël en plus, Maria Carré. Excellent. Ouais, alors tu nous passeras, tu éviteras de nous mettre en arrière-plan la musique, parce que je crois que je quitte ce podcast. Hein. Auditeurs, on va vous soulager et vous n'aurez pas ça. Je m'y oppose. C'est ça. Mais en fait, c'est grâce au film, En eau profonde, qui va devenir acteur de blockbuster.
puisque le film, je crois qu'il va rapporter plus de 500 millions de dollars au box-office, on n'y croit pas du tout, et en fait, le fait de se dire que Jason Statham va tataner en fait un requin, tout le monde s'est dit, oh putain, on va aller le voir, et le film est pas si dégueulasse que ça. C'est-à-dire qu'il est plutôt non, sympa. ça va, tu passes un bon moment. Bon, on va quand même faire la blague tout de suite, comme ça sera fait, parce que Jason Statham qui tatane, voilà, bon allez, c'est bon, on a fait la blague. Ouh, ouais, allez, c'est voilà, bon, comme ça, c'est on parti. repassera. Ouais, non, allez, En eau profonde, moi j'avais trouvé plutôt pas mal. Pas un grand film, mais plutôt agréable à regarder, et sa suite, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, tellement que j'ai trouvé ça chiant, et je me suis endormi, et j'ai dit, allez, stop, laisse tomber, j'ai jamais regardé la fin. Mais le 2 a été un carton aussi, hein. Ouais, donc il y ils aura un 3. envisagent de faire un 3. Et... ouais. Ouais, il y aura un 3. Et en fait, le truc, c'est qu'il a eu un nouveau succès, mais chez nous, t'en parlais, un Beekeeper, en fait, aux États-Unis, c'est un gros succès. Film hyper rentable. Je crois que c'est David Ayer, en plus, qui le réalise. Oui, chez nous, en fait, on l'a eu sur Amazon Prime. Et donc, franchement, allez-y, parce que c'est... honnêtement, moi, j'y croyais pas du tout. Et franchement, allez le voir, parce qu'il est vraiment chouette. Enfin, c'est un bon film d'action, vraiment sans trop de prétention, et vraiment cool. Enfin, vraiment, c'est plutôt efficace. Donc voilà, pour revenir sur la carrière de Jason Statham, il se bat énormément. Stallone à plusieurs reprises lui a donné sa chance, mais c'est que maintenant, en fait, parce que même il a joué dans Fast and Furious, et même s'il joue un super méchant dans le set, ouais, il joue dans le spin-off avec The Rock, il commence à avoir sa carrière, il commence à avoir ses films, ses choix de films, et ça commence à fonctionner pour lui à l'âge de... Puis il a un capital sympathie, je trouve, en plus. Mais je trouve qu'il a un capital sympathie vraiment cool, tu vois. Enfin, je veux dire, je sais pas comment il est dans la vraie vie, hein, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, je trouve qu'il imprime bien l'écran, t'as envie d'être son pote, quoi. Donc voilà, c'est... Bah, il y a une anecdote sur... d'acteurs sur Fast and Furious, le spin-off, où tu vois un The Rock qui est chronométré, c'est-à-dire qu'il va arriver en hélicoptère, il va tourner sa scène, il va repartir, et toutes les scènes après, c'est un cascadeur qui s'en occupe. Notamment, on peut parler des doublures, hein, doublure d'eau, doublure, voilà, comment dire, Monsieur The Rock, il est là que pour réciter son dialogue et après il repart. Tandis que Jason Statham, en fait, il va rester sur le tournage, il va s'éclater avec les techniciens, il va essayer de voir comment mieux faire la scène, et en plus de ça, il va essayer d'aider en plus ses techniciens. S'ils sont en difficulté, bah, il file un coup de main. Bien que ça lui est arrivé, mais je pense que c'est plus une fatigue dans Transporter 3 de se faire doubler juste une doublure de dos, mais à plusieurs reprises. Mais sinon ouais, il est plutôt sympa sur les tournages. Ouais, il a l'air, en tout cas, c'est quelqu'un qui dégage une certaine physicalité dans ses rôles, et c'est vrai que on sent qu'il est toujours très investi, donc jusqu'à une certaine limite, hein, bien sûr. Et surtout, ce qui est important, et on va conclure là-dessus, mais il a son sosie officiel, tu le savais. Alors ça... Tu connais pas son sosie officiel en français, non, qui sévit aussi français. dans le cinéma français. Tu connais pas le Jason Statham français? Quand même. Non, moi je connais le Vin Diesel français. Franck Gastambide. Mais non, ça c'est... Bon. Mais pas du tout. C'est Franck Diesel français. Non, je te jure qu'il y a un faux air. Hein. Franck Gastambide et Grande Gastambide, j'arrive pas à le dire. Et Jason Statham. Non, je suis pas d'accord. Non, regarde Pattaya. Regarde Pattaya. Ah non, je suis pas d'accord. J'ai une photo de Franck Gastambide devant moi. Je trouve qu'il a un faux air il a un faux air de Jason Statham. Pas du tout. Bref. Pas du tout. Dites-nous, auditeurs, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est Jazz qui a raison ou est-ce que c'est moi qui ai raison? Mais je trouve qu'il y a un faux air. Non, mais vraiment. J'ai raison. Non, pas du tout. Tu as tort. Bon, on va dévoiler notre avis. Bah allez, go. C'est mieux. Tu vas, tu te lances, ton petit? Allez, vas-y, lance-toi. Oh bah écoute, oh, pas mal. Écoute, bon, je mets les pieds dans le plat. Le film a ma vie. Non, mais en fait, c'est film des années 2000. Hein. Faut le dire. Non, mais c'est un film daté. Oui, alors, c'est un film des années 2000. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film hyper daté, mais le truc, c'est la réalisation Besson. C'est-à-dire qu'on a les mêmes problématiques qu'on retrouve dans Homback, qu'on le retrouve dans le Transporteur. C'est déjà la musique. La musique. T'as beau changer de compositeur, là c'est Stanley Clarke qui s'en occupe. T'as beau changer de compositeur, c'est la même chose. C'est des musiques qui sont pas du tout innovantes, qui t'excitent pas. Donc c'est vraiment dommage.
C'est filmé, alors après, je vais pas critiquer trop la réalisation, mais c'est bon, après là, c'est vraiment la réalisation aussi datée, c'est vraiment une réalisation Besson, c'est-à-dire que tu vas avoir des ralentis et tout ça, qui ne servent à rien, et pour autant, à l'époque, ça se faisait énormément, mais ça sert strictement à rien, ces ralentis. Le problème, c'est que les productions Besson, ils n'ont pas compris, et on a les mêmes ralentis encore maintenant. Ça n'a pas changé. De toute façon, tu repères tout de suite un film d'EuropaCorp. C'est fou. Tu repères tout de suite un film d'EuropaCorp. Le seul film qui sort un peu du lot où tu peux te dire « Ah, c'est pas trop EuropaCorp », c'est Taken, le 1. Ah, le premier, ouais. Je suis d'accord avec toi, le premier. Le premier. Oui. Ouais, parce que le 2, c'est Olivier Mégaton. Donc à partir de là, tu sais très bien que c'est EuropaCorp. Le premier, c'est Pierre Morel. Pierre Morel, tu sais très bien que c'est pas forcément du EuropaCorp. Et il a sa propre identité. Profondeur des personnages, enfin le scénario est... Voilà. Le film est hyper raciste. Mais ça c'est aussi un film... une production Besson, on va pas se mentir. Voilà, quand je te disais, Chouki, elle est avec Jason Statham, il lui sert à des nouilles chinoises. Non mais non, les mecs, non. Et puis en plus, la femme est hyper sexualisée. Ouais, ça d'accord. Mais ça, une fois, dans toutes les productions. Ouais. Oui, mais dans toutes les productions Besson. Après, quand tu connais le gros dégueulasse que c'est du monsieur, bon voilà, tu peux le dire, oui. tu comprends le truc, mais quelle idée de la scène entre Jason Statham et Chouki ne sert strictement à rien. Enfin, même si je me souviens plus si tu la vois ou pas, mais ça sert à rien. Enfin, c'est ridicule. C'est gratuit, d'autant plus que mais c'est l'époque qui veut ça aussi. J'irais pas juste à dire que je sais pas de justifier ou de dédouaner le truc, mais c'est l'époque qui veut ça aussi. Il faut faut aller taquiner un peu l'ado prépubère qui voit un peu une scène de sexe, tu sais, histoire de l'émustiller un peu. Et voilà, moi j'irais pas faire ce reproche là parce que les plans nichons gratuits dans les années 80-90, on en a une palanquée. T'en as plein. Et on n'était pas en train de créer au scandale. Oui, la scène est gratuite, Non. mais il y a, regarde, et on en parle de la scène gratuite de Tia Carrère dans Les Griffes du Dragon Rouge. Donc, le full frontal, là, qui sert à rien, mais ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à l'ado que tu étais à l'époque quand t'as regardé, quand t'as regardé ce film. Non, mais c'est sûr. Donc, je suis d'accord. Non, voilà. Le film a très mal vieilli. C'est, en fait, j'ai l'impression, quand tu regardes Le Transporteur, c'est un taxi. C'est un spin-off de Taxi. Oui. Le truc se passe à Nice. C'est un spin-off de Taxi. Ils auraient pu faire un crossover entre les deux. Ça aurait pas changé. Et puis t'as François Berléand qui est le poids comique du film, qui est plutôt drôle. Juste petite chose, il y a un truc qui est en revanche qui est sympa, ce sont les combats. Les combats de Jason Statham sont vraiment quali. Mais ça, c'est franchement, du premier Transporters, je sauverais ça. Ce sont les combats. Ok. J'ai fini mon avis. Non, mais ouais, parce que je vais être méchant sinon, vas-y. Mais écoute, moi je serais... affreux. C'est clair. Je serais pas aussi dur que toi, parce que en fait je te rejoins globalement sur les points négatifs. Sauf que moi je serais peut-être pas aussi sévère, parce qu'en fait si tu veux, moi quand je pense ce type de film là, en fait je m'attarde pas trop sur ce genre de détails. Oui, il y a des trucs problématiques, ça je suis d'accord, on va les évacuer assez vite, tu les as dit, le film est raciste, le film a des facilités de scénario, etc. Après, moi je suis là pour voir un film d'action. Je trouve que Statham, pour l'avoir regardé en VO, honnêtement, Statham il est plutôt juste dans le film. Il joue bien. Il y a que Suki qui joue comme une patate parce qu'elle est mal dirigée. Je pense que c'est ça, et qu'il y a cette grosse barrière de la langue, et on le voit sur le making of, que même sur, c'est compliqué de se dialoguer entre eux. En dehors des scènes, quoi, tu vois, dans le côté réel, ils ont du mal à communiquer entre eux parce qu'il y a cette barrière de la langue, et donc c'est compliqué. Mais pour ça, je trouve que ça reste un film d'action efficace. Et est-ce que c'est pas juste ce qu'on demande, d'avoir un film d'action efficace? Bah tu l'as. Les scènes de bagnole, elles sont cool. Les scènes de combat, elles sont cool. Le scénario il tient sur un timbre-poste, ça d'accord. Mais je trouve qu'en termes d'action, franchement, ça fait le job, quoi. Et sur un film comme ça, moi, c'est tout ce que je demande. Alors oui, le revoir aujourd'hui en 2024,
il y a plein de choses qui ont mal vieilli. Oui, la réal, elle a mal Oui, vieilli. C'est une ouais. réal des années 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on cut à tout bout de champ. On cut alors que, le mec, comme je disais tout à l'heure, il sait se battre. Tu poses ta caméra avec un bon angle. Ça peut être aussi efficace. Mais, par moments, ça fonctionne. Le fait de cutter énormément, ça fonctionne sur certaines scènes. Notamment, dans la scène qu'on a choisie. C'est une scène qui est quand même plutôt bien montée. Et à côté de ça, ça reste sur plein de choses, je trouve, assez rythmé. On s'ennuie pas. Moi, je me suis pas ennuyé dans le film. Je suis d'accord. Mais oui, il y a du rock, il y a de la pop rock FM des années 2000. Il y a ça baigne très 2000, donc forcément, il y a des choses qui ont un peu mal vieilli, mais c'est pas honteux non plus. Les suites sont un peu plus problématiques. Il y a d'autres films des écuries Besson qui sont plus problématiques. Celui-ci, je trouve que franchement, ça reste un bon actionneur assez efficace. Comme je te l'ai dit, je te rejoins globalement sur tout ce que tu peux lui reprocher. Oui, mais moi, je vais moins lui en tenir rigueur. Quand je l'ai revu, j'ai passé un bon moment. Alors après, est-ce que c'est le fait de la revue en VO qui fait que il y a certains passages VF? Moi, je l'ai vu en VF. Voilà, il y a peut-être certaines VF qui est un peu problématique. Moi, en VO, en vrai, c'est passé tranquille. Je trouve même assez rigolo qu'ils aient fait cet effort, que Jason Statham parle en français, qu'à un moment donné, il parle français dans certains... En fait, si tu veux, je vais expliquer pourquoi je pars un petit peu dans cette longue tirade de la VO-VF. La VF, en fait, ils se sont pas pris la tête. Ils ont tout basculé en VF, et t'as ce côté un peu bizarre au niveau de l'ambiance et au niveau de la compréhension. Alors que là, tu sens les accents, t'as des accents un peu germanophones, t'as des accents asiatiques, t'as l'accent, des fois t'as Johnson qui essaie de parler en français, tu sens un peu son accent anglophone. Donc il y a ce côté, je trouve, assez intéressant, je trouve, dans la gestion des gens qui essaient de parler entre eux. Quand tu l'écoutes en VO, c'est beaucoup plus immersif, en fait. Et c'est là que je trouve que je te dis que Statham joue bien. En tout cas, je l'ai pas trouvé. On lui demande pas de jouer grand chose en même temps, tu vas me dire aussi. Mais ce qu'on lui demande de faire, ça tient la route. Et encore une fois, moi je trouve que c'est un film d'action honnête. C'est pas le film de l'année. Ça casse pas trois pattes à un canard. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai passé un plutôt bon moment sur ce film. Je pense pas que je le reverrai. Mais c'était cool, voilà. Si passe à la télé, je tombe devant, je regarderai parce que c'est plutôt honnête dans ce qu'il entreprend. Et encore une fois, on l'a dit, il y a Corey Yuen derrière qui a la chorégraphie des combats, qui filme les combats. C'est pas tout le temps très bien filmé, mais les chorégraphies sont cool. Donc on sent sa patte. Et je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ce film à quatre mains, et ça c'est plutôt sympa. Voilà. Ouais, c'est parce que je crois que Corey Yuen n'est pas dans le 2. Non, là, c'est pour le coup, je pense que, comment il s'appelle, Louis Leterrier a pris un peu la confiance. Du coup, il est plus à l'aise. En fait, on l'a mis avec Corey Yuen pour qu'il gagne un peu en confiance, qu'il gagne un peu en professionnalisme. Et encore une fois, il l'explique dans le making of, il l'explique plutôt bien, et forcément, ça lui a permis de mettre le pied à l'étrier. Et après, il va enchaîner, parce que le pépère, d'ailleurs, il va faire Danny the Dog. Faut que Danny the Dog, je le revoie. Oui, tu vois, parce que je sais pas trop s'il a bien vieilli. Il va faire le Transporteur 2, et tout après, ils vont le mettre sur l'Incroyable Hulk, qui est pas si mal, l'Incroyable Hulk. Franchement, moi, je suis prêt à le sauver. Je le préfère à celui d'Ang Lee, tu vois, par exemple. Ah oui, et après, il fait le Choc des Titans, c'est ça? Ouais, j'aime un peu moins. Mais bref. Il a pas une longue filmographie, mais c'est pas nul. Voilà, ça reste honnête. C'est des réals classiques, voilà. Je sens pas trop sa patte, honnêtement. La patte Louis Leterrier, je la vois pas trop, honnêtement. Mais en tout cas, sur ce Transporteur, le film d'aujourd'hui, en tout cas, je trouve que c'est, ça reste un film d'action assez classique et qui passe, franchement. Non, mais je suis d'accord. Pour un film des années 2000, je suis d'accord, Est-ce que tu as des choses à ajouter dans ton avis? Non. Il y a pas non plus de 10 000 choses à dire, mais je pense qu'on en a un petit peu parlé. Et voilà, je pense qu'on est assez contrasté. Moi, je suis un peu plus un client facile. Je suis un peu plus bon public. Toi, tu as peut-être plus les petites ficelles qui te dérangent. Encore une fois, c'est très subjectif. Oui. Après, non, mais c'est vrai, quand je voyais avant le Transporteur, j'aimais. C'est vrai que la revoyure, en fait, je pense que c'est le même problème que Come Back. C'est-à-dire que quand t'es ado, que tu vois le film, tu te dis, waouh, c'est génial et tout ça. Quand tu le revois à plus de 30 balais, c'est là où en fait, tu t'imagines un film que tu ne retrouveras pas. C'est surtout ça. Mais sauf que je trouve que pour un film qu'on s'imaginait étant plus jeune
à la revoyure plus tard, ça va. Tu vois, je vais prendre un exemple tout bête, mais pour avoir revu Gladiator assez récemment, il y a moins d'un an, la réal, pour le coup, elle m'a piqué les yeux. Parce que les ralentis, les scènes d'action de fumée de trop près, y a une narration par contre. Là par contre, j'enlève pas, moi, la narration, la musique, l'histoire, ça me fait toujours frissonner. Par contre, dès qu'il s'agit de passer aux scènes d'action, de combat, d'arène, c'est là où tu sens que la réal a un peu mal vieilli, c'est compliqué quoi. C'est pas le film que j'avais encensé à l'époque quand je le regardais. Et celui-ci, je trouve, je suis pas en train de dire que Transporteur est un meilleur film que Gladiator, hein. Attention, ne nous emballons pas. Tu pourras dire que peut-être qu'il est meilleur que Gladiator 2. J'ai pas été le voir et j'ose pas. Moi non plus, voilà. Mais tout ça pour dire que le Transporteur, je trouve que la patine du temps, ça va. Surtout que je l'ai revu dans des bonnes conditions. Je l'ai vu sur mon rétroprojecteur, avec un bon système de son, en VO. Donc, franchement, pas loin des conditions du cinéma, tu vois. Et franchement, bah, c'était cool, quoi. Enfin, je passais, c'était sympa. Un bon petit moment. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Et ben passons tout de suite à la scène que l'on a choisie. Oh là, tu vas faire caca, hein. Doucement. Trouver le slip. Faut pas qu'on se represse sur un tapis parce que là, tu me fais rire plus qu'autre chose, plus que tu m'inspires pas de la peur. Hein. Parce qu'il faut le rappeler quand même, le kiai et le cri qu'un combattant pousse, c'est aussi pour impressionner, quoi. Là, tu m'impressionnes pas du tout. Hein. Ah non, bon, ok, d'accord. Un peu je vais travailler dessus alors. Travaille ton cri intérieur. On est sur une scène qui est hyper efficace. Ridicule, mais efficace. Elle est pas loin de flirter avec le nanar. C'est aussi un peu ça pour ça qu'on l'a choisi. Parce qu'il y a un moment donné dans la scène où on se dit... Mais tu sais qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça. Hein. Oui, mais c'est justifié par le scénario, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que... c'est pas loin du nanar. Non, c'est même... Alors, juste comme ça, en fait, pour introduire la scène, hein, en fait, ce qui se passe, c'est que elle a été totalement improvisée, cette scène. Ils ont eu des problèmes logistiques sur le tournage, et notamment cette scène-là, en fait, ils ont eu un gros problème logistique, et donc c'est Corey Yuen, il a dit « Ah mais attendez, j'ai une idée », et ils ont commencé à improviser... cette fameuse scène avec de l'huile, et ils se sont dit ça peut être pas mal. Ouais. Et bon, on peut écoute, le dire, c'est une scène qui est à peu près à la moitié du deux tiers de la fin, 2 tiers du film, à peu près, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Elle fait 2 minutes 30, et en fait, ça se passe dans un garage, pour la décrire. C'est une scène qui est plutôt en 3 temps. Elle est assez courte, elle fait 2 minutes 30. Il y a 3 temps. Il y a un premier temps où Statham va commencer à affronter un gros gabarit. Où là, il va y avoir un échange de coups. Il va sentir qu'il y a une différence de poids, de gabarit, de puissance, etc. Donc là, il va aller rapidement à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il va aller fracasser les genoux, les jambes, et il va revenir dans l'entrejambe pour lui défoncer la tronche, quoi. Ça va se fighter un peu. Et là, la deuxième scène va arriver, puisqu'on a en fait tout le reste de l'équipe des méchants qui vont lui sauter dessus, donc ça va se transformer en 1 contre plusieurs. On aime bien dans ce podcast les 1 contre 10, 1 contre 15, sauf que c'est là où on va flirter un peu avec le nanar, puisque Statham, pour arriver à prendre le dessus, il va se retrouver dans un garage. Et qu'est-ce qu'il y a dans un garage? Bon, il y a des voitures, ça vous le savez, mais il y a aussi les restes des vidanges. De l'huile. Et de l'huile. Et en fait, il va mettre de l'huile. Il va faire tomber les bacs d'huile par terre et il va s'en enduire. Ce qui fait qu'en fait, ça va se transformer en véritable patinoire. Et les personnages des méchants vont avoir du mal à l'attraper parce qu'ils vont glisser. Et on va avoir pendant une trentaine, quarantaine de secondes, en fait, il y a ce moment où ça va glisser, ils vont pas réussir à s'attraper. Et à un moment donné, c'est là où la dernière scène qui est plutôt sympa, c'est qu'il va en fait récupérer en fait les pédales d'un vélo où vous avez des cales pour caler les pieds, il va les exploser et il va s'en servir de patin. Voilà. Et sauf que lui, il va pouvoir se déplacer sur l'huile parce qu'il ne va pas glisser, alors que tous les autres vont glisser. Et là, il va enchaîner les high kicks. Et il fait des beaux high kicks, hein, on va se dire, Statham. Ouais, non, mais il fait des sacrés beaux high kicks. Ouais.
Mais c'est vrai que on est sur une scène qui est super fluide. En revanche, bien chorégraphié. Bien chorégraphié. Il y a des mouvements fluides. C'est là où on voit que Jason Statham. Il sait se battre. Hein. Il gère. Il sait se battre. Ouais, il gère de ouf. Hein. Il gère. Voilà. Et il est assez ouf dans cette scène-là. Le côté huile, c'est un peu le côté maladresse. Voilà, c'est le côté comique de la situation. Mais ça passe bien. Ouais. Mais ça passe bien. Je te dis, là, ils ont improvisé cette scène-là, parce qu'à la base, c'était pas du tout ça qui était prévu. Ils ont eu un souci logistique, et donc c'est pour ça que l'huile est arrivée sur place. Et en fait, il me semble qu'il y avait de l'huile sur le feu pour cette scène ou pas? Le niveau des blagues. Elle est bien. Je m'auto-soule. Ah non, mais je m'auto-soule. Je la valide. En revanche, il y a un truc qui revient toujours dans les transporteurs. Il y a toujours cette scène où il va se retrouver 1 contre 15 dans les 3 et il va se retrouver torse nu. Mais oui, il est musclé, faut le montrer. Ouais. Non mais il faut aller flatter le public féminin là. Oui, c'est bien beau de voir mais Chouki avoir une scène de sexe avec Statham, mais là faut aller chercher le public féminin, donc on montre les beaux abdos de Jason. Totalement. Jason Statham, hein, pas Jason Jazz. Hein, parce que, non. Ouais, non, c'est pas la même. Non. Quel bâtard. Mais ouais, sur les 3 films, en fait, on a une scène similaire à chaque fois. Mais cette scène-là est plutôt pas mal. Franchement, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Parce que, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais à la base, on avait choisi la scène dans la villa. Oui, qui est très bien aussi d'ailleurs. Qui est très bien, qui mélange gunfight et combat. Un peu de câble pour qu'il arrive à prendre de la hauteur pour faire son double coup de pied sauté, mais trop courte, ce qui fait qu'on l'a droppé. C'est ça. Mais globalement, il y a plein de petits moments où il donne des coups de poing, des coups de pied dans le film, ce qui fait que c'est un film qui est vraiment cool à regarder. Et cette scène-là, c'est un peu l'apothéose, parce qu'il y a la scène qui est juste avant, je sais pas si tu te souviens, qui se passe dans un bus, ou elle est juste avant ou juste après, maman me fait un peu défaut, où on est en combat très réduit, espace très réduit. C'est assez sympa aussi de voir comment il travaille justement la gestion d'espace réduit. Et justement, dans le making of, il montre comment il travaille cette scène-là, et encore une fois, c'est là où tu vois, c'est lui qui fait tout de A à Z, et c'est ça qui fait que il y a un vrai investissement de l'acteur pour le film, parce que c'était à une époque, comme tu disais, il est pas encore très connu, donc il est partout, quoi. Il se donne à fond, et franchement, cette scène-là, elle est ultra efficace, elle est vraiment plutôt sympa, plutôt bien filmée. Les enchaînements de coups de pied retournés à la fin sont vraiment cool. Et puis voilà, et encore une fois, c'est une chouette scène, vraiment. Ouais, je suis bien d'accord. Non, franchement, je sauve carrément le film via cette scène qui est assez incroyable. Totalement. Mon cher Seb, est-ce que tu as des choses à ajouter sur la scène que l'on a choisie? Non, je trouve qu'on a fait finalement une émission assez courte, mais dans la moyenne de ce qu'on peut faire habituellement. On se rend compte que même quand on n'a pas trop de choses à dire, on arrive à faire une petite heure. Donc je me dis, carrément. Voilà. Donc voilà, on a enfin bouclé la boucle de ce running gag qu'on avait. On vous le sort un petit peu avant les fêtes. On a une autre petite surprise qui arrive derrière. On va vous en parler juste après. Totalement. Qui va nous permettre de terminer l'année dans la bonne humeur, et puis après de se retrouver l'année prochaine avec du très très lourd. Donc voilà. Donc c'est cool. De toute façon, ce qui va se passer dans les prochains jours, vous allez avoir l'épisode de Noël comme l'année dernière. Ouais. Donc il sera diffusé le 25 décembre. Après, Ike est en vacances. Pas d'épisode pour le 1er janvier. Hésitation sur le 8 janvier. Est-ce qu'on diffuse un Ike dans tes films préf? Est-ce qu'on ne fait rien? Pour le moment, on n'est pas encore décidé. On n'est pas arrêté. Donc, se garder un petit peu dans le coin de votre tête le 8 janvier. Mais dans tous les cas, on revient le 15 janvier avec un nanar. Voilà. On en reparlera de toute façon dans l'épisode de Noël, puisqu'on va aussi, on profitera de vous teaser un peu la suite. Mais c'est vrai qu'on se pose aussi la question de savoir si on vous laisse une respiration, histoire aussi de comme on a eu un rythme assez effréné, on en reparlera, mais on a eu un rythme assez effréné, on se dit est-ce que c'est pas une bonne idée aussi de laisser une bonne pause, histoire de faire une coupure, de laisser un peu le podcast un peu aux gens de rattraper s'il y a des trucs à rattraper, et puis voilà, et puis de voir un peu comment ça se comporte quand on est en pause, quoi. Oui, carrément, ouais.
Donc on voit ça, on n'a pas encore arrêté l'idée, mais dans tous les cas, on revient le 15 janvier, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr. Voilà, on revient le 15 janvier avec un nanar, et on le tease dans l'épisode de Noël, donc vous inquiétez pas. Oui. Même Ça vous oblige à écouter l'épisode de Noël. Totalement, et vous allez avoir une petite idée en plus du film. Oui. Donc voilà. Mon cher Seb, donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode de Noël. Exact. Et puis on se dit à très vite, à plus et merci encore. Ciao. Et